Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Si vous passez par là pour la première fois, je m'appelle Maureen et sur ma chaîne on parle de livres, mais pas que. Je suis étudiante en lettres classiques et aujourd'hui je suis là pour vous donner des conseils et vous aider un peu à vous initier à la lecture des œuvres antiques. C'est quelque chose qu'on me demande pas mal depuis que j'ai commencé cette chaîne et voilà, c'est enfin là. Donc cette vidéo appartient à une série de vidéos qui s'intitule Clés de lecture. J'en ai fait une sur les classiques en général et sur la poésie, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça dans la playlist Clés de lecture. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais continuer ce format de vidéo en parlant de différents genres littéraires, de différents auteurs, etc. Donc si jamais vous avez aussi des demandes, n'hésitez pas à me les donner en commentaire et à me dire sur quels auteurs, sur quel genre littéraire, sur quel mouvement littéraire, sur quelle époque vous aimeriez des clés de lecture. Aujourd'hui, comme je vous ai promis, on va parler de littérature antique. Alors c'est vrai que c'est une littérature que on lit rarement aujourd'hui de son plein gré. On la lit quand on fait des études de lettres classiques évidemment, mais en dehors de ça, c'est vrai que on rencontre moins ces œuvres et qu'elles peuvent être assez intimidantes à approcher parce qu'elles ont l'air tellement exotiques au sens temporel du terme et éloignées de notre propre culture qu'on va avoir du mal à se dire qu'on peut encore les lire aujourd'hui au XXIe siècle et qu'on peut les lire et les comprendre de manière assez spontanée et assez simple sans avoir fait Bac+5 en lettres classiques ou en histoire antique ou ce genre de choses. Mais je vais vous montrer aujourd'hui, enfin je l'espère en tout cas, que c'est pas le cas et que vous pouvez tout à fait approcher ces œuvres avec un regard de débutant en quelque sorte, de néophyte, et que c'est des œuvres qui peuvent tout à fait se lire pour le plaisir, parce qu'on a un intérêt dans un des thèmes qu'elles abordent, etc. et qu'elles sont pas aussi intimidantes que ça. Je vous ai demandé aussi sur Instagram si vous aviez quelques questions un peu plus précises parce que voilà, chacun peut avoir une approche différente de ses œuvres et du coup je voulais vraiment savoir ce que vous aviez besoin parce que moi en tant qu'étudiante de lettres classiques qui est confrontée à ces œuvres tout le temps, elle commence à m'être un peu familière, ce qui fait que je vais pas voir forcément en quoi elles peuvent être aussi inabordables. Donc je vous ai demandé, vous m'avez posé 2-3 questions, donc j'essaierai d'y répondre au cours de la vidéo. Donc voilà, c'est un peu ça le programme. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Alors ces œuvres antiques, ce qu'elles ont de particulier, c'est que en tant que lecteur, vous n'allez pas les approcher de la même manière en fonction de la raison pour laquelle vous les lisez. C'est-à-dire que si pour vous la lecture c'est surtout un hobby, que vous lisez par plaisir, parce que vous aimez les histoires palpitantes, parce que vous aimez vous attacher à un personnage, parce que voilà, pour toutes ces raisons-là, vous n'allez pas les approcher de la même manière que si vous voulez les lire pour les étudier. Je sais qu'il y a quelques étudiants de lettres classiques qui me suivent ici, et ça va encore pas être la même approche si vous les lisez parce que vous voulez, vous aimez apprécier un beau style, parce que vous appréciez le langage, la poésie, etc. Donc je vais pas forcément vous recommander les mêmes œuvres, vous recommander de les lire de la même manière en fonction de telle ou telle approche. Donc cette vidéo elle s'adresse surtout à ceux qui se sont jamais approchés de ces œuvres, mais c'est pas parce que vous vous y connaissez déjà que vous allez pas forcément trouver des choses intéressantes dans cette vidéo, donc voilà. Et surtout si vous avez vos propres conseils et vos propres astuces pour commencer à lire la littérature antique, et ben laissez-les dans les commentaires, ça peut profiter à tout le monde. Autre petit disclaimer, je vais surtout parler de littérature grecque et latine parce que c'est mon domaine. Je m'y connais très peu en littérature orientale de l'Antiquité, donc tout ce qui est littérature antique chinoise, indienne, etc. je ne connais pas trop, je ne me prononcerai pas. La littérature du Moyen-Orient, je m'y connais un tout petit peu. Surtout la littérature perse et la littérature africaine antique, je m'y connais très peu aussi. J'ai quelques bases de mythologie égyptienne et tout ça, mais ça s'arrête là. Donc voilà, je vais surtout vous parler de littérature grecque et latine dans cette vidéo. Je vais aborder 5 points principaux dans cette vidéo et à la fin je vous recommanderai 5 livres par lesquels je pense qu'il serait bon de commencer, ou qui sont en tout cas abordable pour des grands débutants de la littérature antique. Le premier point sur lequel je voulais revenir, c'est l'histoire tout simplement de la littérature antique. Je vais vous proposer un très rapide panorama de ce qu'on écrivait dans l'Antiquité, de qui l'écrivait, mais j'aurais pas le temps dans cette vidéo de faire quelque chose d'exhaustif, etc. Ça prendrait des heures.
Mais je peux vous recommander quelques ouvrages, quelques manuels de littérature antique si jamais vous voulez creuser un peu plus. Après, évidemment, pour débuter, lire 2-3 choses sur Wikipédia, c'est déjà très bien. Lire aussi les préfaces des œuvres que vous achetez, ça peut être vraiment un bon plan. Si vous achetez les éditions de Garnier Flammarion, bon celui-là c'est un bilingue mais je pense qu'il en existe en simple traduction, lisez bien les introductions et les notes, ces éditions sont très bien je pense pour les débutants. Bon moi j'aime pas trop la police, la couleur de la page etc. Mais ces éditions sont très bien parce qu'elles proposent souvent un paratexte, donc des notes, des corpus à la fin et des préfaces qui sont simples mais assez complètes. Donc voilà, je vous recommande déjà ces éditions pour les débutants si vous voulez vous renseigner un petit peu sur le texte que vous allez lire. Alors, le mot-clé qui définit pour moi, et je pense que tous les antiquaires seront d'accord, la littérature antique, c'est le mot de diversité. Il ne faut pas considérer la littérature antique comme une littérature primitive, c'est une littérature très prolixe et qui est en pleine création, autocréation pendant des siècles et du coup elle va beaucoup évoluer et va y avoir vraiment beaucoup de genres et de sous-genres qui vont naître en fait au fil des siècles, donc c'est vraiment une littérature diverse, c'est vraiment le mot-clé. C'est ça qui peut être aussi un peu intimidant, c'est-à-dire qu'on va se demander par où commencer, mais en fait c'est comme je dirais la littérature d'aujourd'hui, il y a du théâtre, il y a de l'histoire, il y a de la philo, de la poésie, voilà, tout un tas de genres littéraires divers aussi aujourd'hui. Mais si je voulais maintenant résumer très rapidement l'histoire de cette littérature, elle commence très grossièrement, c'est une date un peu tardive à évoquer, mais c'est celle qu'on invoque en général. C'est la date du 8e siècle à laquelle apparaissent les épopées grecques. Donc ça va être l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, qui sont les deux textes liminaires de la littérature antique, mais aussi de la littérature tout court, parce que aujourd'hui encore, dans beaucoup de livres, on continue de faire appel à des motifs, à des structures, à des épisodes, à des personnages, qui naissent en fait dans ces épopées-là. Donc ça c'est les épopées qui apparaissent à l'époque qu'on appelle archaïque, mais à cette époque apparaît aussi tout doucement la poésie avec les textes d'Hésiode, qui est un auteur qui a écrit des poèmes sur les origines du monde, sur la théogonie, donc c'est-à-dire la naissance des dieux, par exemple, sur la naissance des hommes, sur les différents âges, etc. Et on a d'autres poètes et poétesses qui est Sappho et Pindare, qui est au programme de l'agrégation que j'ai ici, et qui écrit des poèmes élégiaques destinés à chanter les louanges des vainqueurs de différents jeux. Donc nous on va avoir ceux des Jeux Olympiques à l'agrégation, mais il y a aussi ceux des Jeux Pythiques. Donc voilà, première étape de la littérature antique, l'épopée à l'époque archaïque grecque. Ensuite, à l'époque qu'on appelle classique grecque, c'est-à-dire le 5e siècle avant Jésus-Christ à peu près, on va avoir différents genres littéraires qui vont apparaître et qui découlent un peu en quelque sorte de l'épopée, qui vont être le théâtre surtout, le théâtre grec, et l'histoire. Les grands auteurs de théâtre grec sont au nombre de 4, les plus grands, ce dont on a gardé en fait le plus grand nombre de textes de manière intégrale, parce qu'en fait il y en avait des tas et des tas des auteurs de théâtre, des dramaturges en Grèce. Donc les 4 plus grands auteurs rapidement, c'est Échille, Sophocle, Euripide et Aristophane. Les 3 premiers sont des auteurs de tragédie, et le dernier est un auteur de comédie. Ces pièces de théâtre, en fait, elles étaient toujours jouées par trilogie dans un contexte de concours, parce qu'à Athènes, une fois par an, on avait un espèce de festival d'Avignon, les Grandes Dionysies, donc c'était un concours de théâtre où plusieurs dramaturges présentaient des trilogies, ou plutôt des tétralogies, puisque chaque trilogie tragique était accompagnée d'une 4e pièce qui était un drame satirique. C'est dans ce contexte-là que sont écrites les pièces. Donc en fait, quand on a des pièces indépendantes aujourd'hui, donc par exemple, je sais pas, l'Antigone de Sophocle par exemple, il faut savoir qu'elle était incluse dans une tragédie, mais on n'a pas toujours retrouvé les 3 pièces. Ça c'est le contexte pour le théâtre. Maintenant pour l'histoire, à l'époque classique, allez, je vais dire 2 très grands auteurs, 3 grands auteurs, que sont Hérodote,
Thucydide et Xénophon. Alors si je vous dis tous ces noms, c'est pas pour faire du name dropping ou je sais pas quoi, c'est surtout pour qu'ils vous soient un petit peu plus familiers et que si vous les rencontrez dans un texte, vous savez de quoi on parle. Si vous lisez Hérodote, bah vous savez que c'est de l'histoire, si vous entendez Sophocle, vous savez que c'est du théâtre. Hérodote, c'est très intéressant, il a écrit un très long livre qui s'intitule soit l'enquête, soit l'histoire, mais en fait le mot historien en grec signifie enquête, donc on sait jamais trop comment le traduire. Hérodote c'était un grand voyageur et il a vraiment voyagé dans toute la Grèce et même le Moyen-Orient, la Perse, etc. pour vraiment chroniquer en fait tout ce qui se passait. Donc c'est un texte assez intéressant, plein d'anecdotes, etc. Et on a vraiment l'œil d'un voyageur et de quelqu'un qui observe l'histoire en train de se faire, donc ça c'est assez intéressant. Et Thucydide c'est l'auteur de la guerre du Péloponnèse, c'est le chroniqueur en fait de cette guerre qui a eu lieu entre Athènes et Sparte. Ça c'est pour ce qui est de l'histoire. Ensuite à l'époque classique, il y a aussi encore un genre littéraire, si on peut dire, qui se développe et qui va vraiment avoir beaucoup de succès, c'est la philosophie. La philosophie existe avant l'époque classique. Ces philosophes qui ont écrit avant Socrate, on les appelle les philosophes pré-socratiques. Le plus connu, je dirais, c'est Héraclite, c'est celui qui a dit par exemple la phrase célèbre « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve », mais c'est des philosophes qu'on a un peu oubliés après. Donc les grands philosophes de l'époque classique, c'est bien sûr Aristote, Socrate et Platon. Donc je vais pas trop rentrer dans les détails de la philosophie de l'un et de l'autre parce que c'est très complexe comme sujet et très vaste, parce qu'en fait être philosophe à l'époque c'était avoir des connaissances sur tout. Donc Platon et Aristote ils ont autant écrit sur les différentes races d'animaux, enfin surtout Aristote pour ça, donc sur des questions de biologie, que sur des questions d'éthique, sur des questions de politique, sur des questions de création littéraire et artistique. La chose à savoir principale je dirais, c'est que Socrate est appelé entre guillemets le père de la philosophie, mais que Socrate n'a rien écrit et que c'est Platon qui était son élève, son disciple, qui a mis par écrit son enseignement. Donc voilà, ça c'est un peu le b.a.-ba de ce qu'il faut savoir sur la philosophie grecque. La philosophie elle s'est beaucoup développée à Rome aussi, et le courant stoïcien, épicurien, tout ça c'est beaucoup plus développé à Rome, mais un peu plus tard. Donc voilà pour l'époque classique. Ensuite, j'embraye avec l'époque hellénistique, comme on l'appelle, ou l'époque de l'Empire romain, quoi. Donc là, je vais mélanger un peu la Grèce et Rome, puisque les deux se rencontrent et cohabitent à la même époque. On va avoir un gros développement de la poésie à Rome. Parmi ces poètes, on va avoir Juvénal, on va avoir Catulle, on va avoir Ovide évidemment. Pourquoi j'oublie Ovide? On va avoir aussi Virgile qui va écrire une épopée qui est en fait la suite de l'Iliade et qui s'intitule l'Énéide. Donc voilà, on va avoir un retour de l'épopée parce que Rome va en fait essayer de s'inscrire dans cette tradition littéraire d'Homère et dans cette tradition historique de la Grèce en fait, de la guerre de Troie, puisqu'ils vont prétendre descendre d'Énée qui est en fait un des rares Troyens qui a réussi à survivre à l'invasion de la ville de Troie par les Grecs. Les Romains vont essayer de s'inscrire petit à petit dans cette littérature grecque et de la continuer, mais ils vont aussi développer leur propre style, leur propre littérature. Et ça va être fait surtout à travers la littérature de correspondance, donc les lettres. On va avoir beaucoup de lettres à Rome, donc Cicéron écrit des tas de lettres. Quasiment tous ces traités de philosophie sont en fait des traités qui sont déclenchés par une lettre qu'il reçoit et qui lui pose une question sur un sujet X, Y ou Z. Il y a aussi le genre oratoire qui va beaucoup se développer à Rome, même si on a aussi ça en Grèce, on a des orateurs comme Lysias par exemple, mais on va avoir encore plus ça à Rome parce que le débat civil, le débat public a une place immense à Rome. Donc voilà, ça c'est des genres qui vont se développer beaucoup ensuite dans tout l'Empire romain. Après je pourrais aborder l'époque tardive, donc l'Antiquité tardive, mais ça pourrait faire l'objet de toute une vidéo parce que c'est mon sujet un peu de prédilection, mon époque de prédilection sur laquelle j'ai travaillé pendant mon master. J'aimerais vraiment peut-être faire une vidéo qui montre plus à quel point l'Antiquité tardive c'est une période riche au niveau de sa littérature. Mais si vous voulez les grandes lignes, ce qui se développe beaucoup à l'Antiquité tardive, c'est la littérature chrétienne évidemment, à laquelle répond
au 1er au 2e siècle une espèce de recrudescence de la littérature païenne, entre guillemets, par opposition à la littérature chrétienne. Je sais pas si ça vous intéresse énormément, dites-le moi dans les commentaires, je ferai peut-être une vidéo sur ça si ça vous dit. Voilà, donc ça c'était un peu un panorama rapide de la littérature antique, enfin rapide j'espère. C'était un peu pour vous donner des repères chronologiques et des noms un peu d'auteurs connus pour vous situer un peu. Maintenant j'en viens à mes conseils pour aborder de la manière la plus rassurante possible ces classiques de littérature antique. Alors mon premier conseil, c'est de bien choisir sa traduction et son édition du livre qu'on veut lire. Parce qu'en fait, une des particularités de la littérature antique, c'est que à moins d'être un spécialiste, et un très bon spécialiste d'ailleurs, on va forcément les lire en traduction, parce que même moi qui ai bac+5 en lettres classiques, je ne lis pas forcément tous les auteurs comme ça à vue d'œil dans le texte, j'ai besoin de la traduction à côté au moins pour regarder. Donc il faut bien choisir sa traduction en fonction de ce qu'on veut. Parce qu'il existe des traductions qui sont divertissantes et traduites de manière plus littéraire mais qui s'éloignent un peu de la lettre du texte antique, et on a des traductions qui vont être très très proches du texte antique, mais parfois ça fait qu'elles sont un petit peu moins divertissantes, un peu plus scolaires, un peu moins littérairement qualitatives. Donc voilà, il faut choisir en fonction de ce qu'on veut. Pour ce qui est de les plus divertissantes, je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Ce que je trouve le mieux, c'est les traductions les plus anciennes. C'est souvent les plus belles parce qu'elles sont écrites dans un langage qu'on considère aujourd'hui plus littéraire. Voilà, moi je préfère personnellement lire, quand je lis pour le plaisir, une traduction un peu plus ancienne, ou du moins une traduction qui a été faite par un auteur français célèbre, quoi, un auteur classique français. Par exemple, pour l'Odyssée, j'aime bien la traduction d'Ulysse de Séguier en vers. Elle est sur Wikisource en libre accès. On a des traductions de Tacite par Rousseau qui sont chouettes. Une traduction de l'Agamemnon d'Eschyle, il me semble, par Claudel en 1894. Et puis Racine a traduit aussi un certain nombre d'œuvres antiques. Il a traduit le Banquet de Platon, je crois, la Poétique d'Aristote, quelques œuvres tardives. Il a traduit, je crois, quelques textes de Zèle de Césarée, qui est un auteur chrétien. Donc ça, c'est un petit peu des traductions un peu plus anciennes, mais littérairement très qualitatives et très agréables à lire, qui se lisent comme on lirait un classique de littérature française. Après, pour ce qui est de traductions un peu plus scolaires, je vous conseille d'utiliser les traductions et les éditions canoniques des étudiants de lettres classiques, c'est les Budets. Alors, je vous en montre un en grec, un en latin. Les Budets grecs, ils sont toujours orange, et les Budets rouges, c'est toujours les Budets latins. Pourquoi j'appelle ça des Budets? Parce que celui qui a créé cette collection s'appelle Guillaume Budet en fait. Mais c'est les éditions des Belles Lettres, donc ça c'est des éditions bilingues. Donc d'un côté on a le texte dans la langue ancienne et de l'autre dans la langue française. Il y a beaucoup de notes, il y a souvent des introductions très complètes mais parfois un peu complexes. Donc ça c'est plus pour... Bon, déjà si vous voulez un beau livre, parce que ces éditions elles sont vraiment très belles, vous pouvez parfois les trouver d'occasion encore en hardback, en couverture rigide. C'est vraiment beau, mais bon, déjà ça coûte cher et c'est pas indispensable. Souvent les traductions sont très bonnes, mais c'est parfois ce genre de traductions qui sont un petit peu barbantes parce que très académiques, proches du texte, et elles se veulent les plus fidèles en fait pour qu'on puisse travailler dessus comme si on travaillait sur le texte antique. Après je vous recommande du coup quand même ces éditions là dont je vous ai déjà parlé, les GF, puisque parfois on les a en bilingue. Ça c'est un bilingue de Cicéron. C'est souvent des professeurs universitaires qui font les traductions, donc elles sont très bien au niveau du sens, etc. la plupart du temps. Mais bon, c'est pas des auteurs de littérature qui les ont traduits. Pour ce qui est de traduction correcte, en fait c'est un peu entre les deux. En général ça va, c'est un peu un juste milieu. C'est les éditions Folio. Et après du coup, ce que je vous recommande, c'est quand même d'essayer de trouver les traductions des spécialistes de la littérature antique. Donc les traductions de Jacqueline de Romilly sont toujours très bien, les traductions de Paul Mazon. Ayez en tête pourquoi vous lisez le livre et choisissez votre traduction en fonction. Ensuite, deuxième conseil, c'est de vous équiper d'un dictionnaire de mythologie, de petits manuels de littérature, parce qu'une des questions qui m'a été posée sur Instagram, on m'a dit 2 fois sur Instagram, j'ai peur de ne pas comprendre les références à des lieux, mythes, auteurs, et du coup ça me décourage, et souvent il y a beaucoup de références à la mythologie gréco-romaine. Ça c'est quelque chose qui peut faire assez peur, et j'ai pas trop de solutions à ça parce que vous allez les rencontrer dans les textes.
Donc il faut juste en fait avoir un outil sous la main qui vous permet d'aller vérifier rapidement de qui on parle. Ce que vous pouvez faire, c'est vous équiper d'un dictionnaire de mythologie. Je vais en afficher un ici. Aussi il existe un budget de poche. Ah, ceux-là je vous les ai pas montrés avant, faut que je vous en montre un. Les budgets de poche, c'est ça. Donc en fait c'est aussi Les Belles Lettres qui fait ces éditions. C'est aussi des éditions bilingues, mais ils sont beaucoup plus petits et beaucoup moins chers. Et souvent les introductions sont aussi très bien, très qualitatives. Dans cette collection, il y a un index des auteurs antiques. Et c'est vraiment très bien. En gros, il y a une page par auteur antique célèbre. Et en fait, ils vous disent à quelle époque il a vécu, qu'est-ce qu'il a écrit, à quel mouvement, genre il appartient, un petit peu sa vie, etc. Mais de manière très résumée, donc c'est vraiment très bien d'avoir ça sous la main. Et mon conseil par rapport à cette peur un peu de rencontrer des personnages historiques, mythologiques, des lieux, des noms qu'on connaît pas, c'est d'y aller avec curiosité en fait. De toute façon, il y a tellement de mythes, il y a tellement de divinités dans la mythologie gréco-romaine qu'on peut jamais tous les connaître. Il y a même des divinités qui ont différents noms selon la fonction qu'elles occupent dans le texte, dans l'histoire. Voilà, si on rentre dans le texte avec un peu de curiosité et qu'on se dit bon, allez, je m'arrête à chaque fois que je connais pas un des noms, puis je vais voir vite fait de qui il s'agit, vous allez voir que vous allez vite avoir des repères. Ce que je peux vous recommander, c'est de vous faire un petit arbre généalogique des divinités. Moi j'avais fait ça dans un exposé en 5e de latin, donc voilà, je connaissais déjà un petit peu, enfin... Ceux qui n'ont pas fait de latin, j'imagine que c'est un peu plus difficile du coup de vous plonger dans tout cet univers. Si on peut faire ça en 5e, c'est largement faisable de maîtriser les grandes lignes de la mythologie. Alors mon troisième conseil, si vous pensez que même avec l'aide d'un dictionnaire de mythologie, d'un index des auteurs, des personnages historiques, etc., de différents manuels, vous arriverez toujours pas à vous plonger dedans et à surmonter cette peur, c'est de lire des adaptations modernes. Il y en a des très mauvaises et il y en a des très bonnes, mais le gros avantage de ces réécritures, qu'elles soient mauvaises ou bonnes d'ailleurs, c'est qu'elles nous permettent de rencontrer les personnages comme si c'était des personnages d'un roman qu'on n'avait jamais lu, qui n'étaient pas des personnages de mythologie connus. Et du coup ça décomplexe un peu, ça permet de les rencontrer une première fois. Alors il y aura sûrement des erreurs où on va choisir une version du mythe pour l'adapter en roman, mais au moins on se familiarise avec les noms, avec l'univers, l'histoire de chacun des personnages. Alors des bonnes réadaptations, des bonnes réécritures, bon, évidemment il y a Percy Jackson, c'est pas pour rien que je suis allée en lettres classiques, c'est parce que quand j'étais petite j'ai lu les Percy Jackson. Alors maintenant je vais vous montrer deux livres un peu BookTok qui sont à mon avis l'un une très mauvaise réécriture, l'autre une très bonne. Je sais que ça peut être sujet à débat, mais voilà. Alors, la mauvaise réécriture pour moi, c'est The Children of Jocasta de Natalie Haynes. J'ai rien lu d'autre de Natalie Haynes, elle en a écrit pas mal des réécritures, donc peut-être que les autres sont mieux. Mais j'ai été vraiment déçue de celle-là. Alors celle-là, elle raconte à la fois le mythe d'Oedipe et le mythe d'Antigone, oui, sur deux timelines parallèles. Pour ce qui est du mythe d'Oedipe, je trouve que ça allait parce qu'on avait l'histoire qui nous était racontée du point de vue de Jocaste, qui est la femme d'Oedipe, et sa mère. Oui, dans la mythologie, il y a souvent des histoires un petit peu... Bref, donc on a ça du point de vue de Jocaste, et je trouvais ça intéressant. Par contre, pour ce qui est du retelling du mythe d'Antigone, ça laisse vraiment à désirer parce que en fait Natalie Haynes a voulu remettre la petite sœur d'Antigone qui s'appelle Ismène au centre de l'histoire, donc ça peut être une bonne démarche en fait de chercher à redorer un peu le blason de certains personnages oubliés de la littérature antique comme Ismène. Mais dans ce livre, ça a amené l'autrice à effacer une grosse partie du pouvoir d'Antigone, et je trouve ça problématique parce qu'Antigone c'est quand même un personnage proto-féministe important, et que son fort caractère et le fait qu'elle soit prête à aller à des extrêmes pas possibles pour respecter la loi des dieux et ce en quoi elle croit vraiment, plutôt que aux ordres politiques, c'est ce qui fait toute la force du personnage, et ça disparaît vachement dans ce livre-là. Faites pas confiance à ce livre pour vous raconter le vrai mythe, en tout cas, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Par contre, j'ai trouvé une bonne réécriture, une bonne réinterprétation d'une œuvre antique de l'Iliade, c'est The Song of Achilles, le chant d'Achille. Je sais que ce livre ne plaît pas à tout le monde, soit on l'adore, soit on le déteste, j'ai l'impression. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que en lisant
le chant d'Achille, on se familiarise un peu avec tous les genres littéraires antiques. Madeline Miller a réussi à faire un petit peu dans tous ces genres. Il y a de l'épique, il y a énormément d'épique dans ce livre. Il y a pas mal de théâtral aussi. Il y a beaucoup de poésie. C'est un genre, enfin, elle écrit de manière très lyrique. Et il y a aussi des éléments de roman pastoral. Voilà, il y a beaucoup de choses dans ce livre qui permettent, je pense, de bien s'immerger quand même dans le monde de l'Antiquité. Après, voilà, il y a aussi des choix qui sont faits à certains moments. Ça reste une très bonne réécriture, il me semble. Et après, vous avez des réécritures par des auteurs de littérature classique, français ou autre. Donc vous avez par exemple La guerre de Troie n'aura pas lieu de Giraudoux, il me semble. Ça, c'est une pièce de théâtre qui a été écrite en fait à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est vraiment très intéressant de revoir une réinterprétation de l'histoire de l'Iliade à travers le prisme de la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez aussi les réécritures modernes d'Antigone, donc par exemple celle d'Anouilh qui est une de mes pièces préférées. Mon dernier conseil, il va peut-être un peu vous surprendre parce que ce qu'on vous conseillerait peut-être en général, c'est de commencer par un livre d'un genre littéraire que vous avez l'habitude de lire, ou en tout cas qui se rapproche de ce que vous connaissez déjà. Mais moi, je vais vraiment vous conseiller en fait de commencer par une œuvre ou un genre littéraire dont vous n'êtes pas du tout familier, mais qui vous fait envie bien sûr. Comme en fait vous choisiriez à la librairie au hasard un livre à la couverture. Vous voyez une couverture qui vous intéresse, bon bah j'achète le livre, je connais rien sur l'auteur, je connais rien sur les personnages, ni sur là où ça se passe, mais j'ai envie de le lire. Allez-y complètement à l'aveugle. Je pense que ça peut vraiment vous décomplexer de prendre quelque chose que vous connaissez pas du tout et de vraiment rentrer dedans sans rien connaître, parce que du coup vous direz pas ah mais ça me dit quelque chose, j'ai déjà entendu, je suis censée savoir ce que c'est. La littérature antique, elle est pas forcément plus déroutante que la littérature contemporaine ou que n'importe quel autre classique en fait. Dites-vous bien que si ça vous intéresse, c'est que vous sentez que vous allez y trouver quelque chose. Pour finir, je vais vous recommander 5 livres par lesquels je vous conseille de commencer vos lectures, votre aventure littéraire dans l'Antiquité. La première chose que je vous conseille, c'est de vous acheter des anthologies ou de vous faire vous-même vos anthologies, parce qu'en fait ce qui est génial, c'est qu'il y a plein de textes antiques qui sont disponibles sur internet, parce que à qui on va payer les droits d'auteur? C'est un site qui est génial qui s'appelle Remacle. On a des textes traduits et on a des textes bilingues sur ce site, donc c'est vraiment génial et il y a vraiment beaucoup de choses. Donc vous pouvez vous faire vos petites anthologies avec voilà, des textes que vous aimez bien, mais il en existe aussi, je sais qu'il y en a 2 qui sont sortis chez Folio, une anthologie grecque et une anthologie latine. Je les ai à Paris et elles sont vraiment pas mal. Donc voilà, ça peut être bien peut-être de commencer en lisant des courts textes. Donc voilà, les anthologies. Ensuite, le deuxième livre que je vous recommande pour commencer, c'est Les Métamorphoses d'Ovide. Surtout si vous avez peur des références mythologiques, parce que Les Métamorphoses, c'est un recueil de poèmes qui concerne du coup les différents mythes. C'est un peu les fables de La Fontaine version mythologie grecque et romaine. Alors après peut-être qu'on peut y aller par genre littéraire. Si jamais vous vous intéressez à la philo, je pense que le plus simple pour commencer, c'est de lire des lettres. C'est plus abordable parce que du coup c'est une langue un peu orale. Les auteurs vont vous expliquer leurs idées comme un ami ou un élève. C'est aussi sympa parce que ça change des gros traités de philo et du coup c'est aussi des textes courts, donc c'est peut-être moins indigeste que de se taper tout de suite la métaphysique d'Aristote. J'en profite pour répondre à une question très intéressante qu'on m'a posée sur Instagram. Merci Camille pour ta question. C'est est-ce que j'ai besoin de maîtriser un peu la philo, de m'intéresser à la philo pour approcher les œuvres antiques? Je dirais que non. Pour approcher la philo antique, même pas d'ailleurs, parce qu'en fait la philo elle commence seulement à peine à l'Antiquité, donc en fait on peut commencer à lire de la philo avec la philo antique en fait. Après pour lire certains textes des orateurs latins et tout ça, c'est vrai que ça peut être bien d'avoir quelques notions de philo, quelques notions de rhétorique, mais c'est pas indispensable franchement. Et puis cette question elle pousse aussi à se demander ce qu'on appelle la philo en fait, parce que la philo, c'est pas juste ce qu'a dit Heidegger, ce qu'a dit Nietzsche, ce qu'a dit Hannah Arendt, ce qu'a dit Montaigne, ce qu'a dit Spinoza. La philo, c'est en fait se poser des questions sur le monde, sur nous-mêmes. Voilà, le plus important en fait, c'est pas ce que les philosophes affirment, c'est les questions qu'ils posent. Et ces questions, on est tous à même de se les poser. Pour moi, de toute façon, tout lecteur est un peu philosophe, parce que si vous aimez lire, c'est que vous aimez, vous vous posez des questions sur la vie, sur l'être humain, sur le fonctionnement
du langage, sur le fonctionnement des relations entre les gens. La philosophie c'est assez intimidant parce que je sais pas pourquoi on nous fait commencer à l'apprendre quand en terminale, du coup on se dit bah il faut être déjà avancé en études et tout pour faire de la philo. Mais si on maîtrise bien la langue et que on se pose les bonnes questions, qu'on aime se poser des questions, tout le monde peut faire de la philo. Voilà, vous allez trouver de la philo dans les livres, mais pas de la philo compliquée, académique, en mode disserte comme on fait au bac. Vous allez trouver de la philo vivante en fait dans les livres. Pour ce qui est de l'histoire, je vous conseille de commencer par lire des vies. Donc en fait c'est un genre, un sous-genre de la littérature historique antique. Il y a plusieurs auteurs, grecs et latins, qui ont écrit des vies d'hommes illustres. Donc par exemple pour le monde romain, il y a les vies des hommes illustres de Suétone. Suétone c'est génial parce que c'est c'est un peu une langue de vipère, c'est un peu le Saint-Simon de l'époque impériale et du coup il y a pas mal d'anecdotes, de choses un petit peu croustillantes. Deux auteurs un peu plus tardifs, pas trop, c'est 1er siècle, ce serait Diogène Laërce et Plutarque qui a écrit un énorme ouvrage qui s'appelle Les vies parallèles. Et je trouve que c'est super intéressant comme manière d'approcher l'histoire parce qu'en fait il compare à chaque fois la vie d'un homme grec et la vie d'un homme romain. Donc voilà, je trouve que c'est assez intéressant à lire. Et Plutarque c'est toujours assez sympa. Moi j'aime bien, je trouve que c'est un auteur qui est pas trop compliqué à lire et qui écrit des textes assez divertissants en fait. Voilà. Donc Plutarque c'est aussi une bonne porte d'entrée dans la philo mais pas que parce que c'est un auteur assez diversifié. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, intéressé et qu'elle vous aura donné envie de vous plonger dans la littérature antique. Dites-moi vraiment dans les commentaires si vous avez des questions un peu plus précises ou des thèmes que vous voudriez que j'aborde en vidéo parce que c'est tellement vaste que je sais pas trop par où commencer. Du coup je me suis dit que je ferais d'abord cette petite vidéo un peu générale. Mais si vous avez des questions plus précises, ben posez-les moi, ça me ferait plaisir. En plus ça m'entraînerait à expliquer tout ça parce qu'un jour je serai prof et il faudra que j'explique tout ça à des élèves. Donc ça m'aiderait sûrement de l'expliquer à vous d'abord. Donc voilà, je vais vous laisser. Je pense que je vais lire un petit coup une des œuvres antiques à l'agrégation, du coup ça m'a donné envie. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.